Rapport final du Conseil indépendant sur l'affaire Iran-Contra. Résumé du rapport. En octobre et novembre 1986, deux opérations secrètes du gouvernement américain furent révélées publiquement. Opérations qui pouvaient impliquer des fonctionnaires de l'administration Reagan dans des activités illégales. Ces opérations consistaient en des fonds d'aide aux activités militaires des rebelles de la Contra nicaraguayenne au cours d'une période d'interdiction d'une telle aide qui alla d'octobre 1984 à octobre 1986 et en la vente d'armes américaines à l'Iran en violation de la politique du gouvernement américain et en violation possible de la loi de contrôle sur l'exportation d'armes. À la fin novembre 1986, des fonctionnaires de l'administration Reagan annoncèrent que certains des bénéfices provenant de la vente des armes américaines à l'Iran avaient été détournés au profit des Contras. À la suite de la divulgation de ces opérations, le ministre de la Justice, Edwin Meese III, demanda la nomination d'un conseil indépendant afin d'enquêter sur les crimes éventuels résultant de ces opérations et, si nécessaire, d'engager des poursuites. La division spéciale de la Cour d'appel américaine de la circonscription du district de Columbia nomma Lawrence E. Walsh conseil indépendant le 19 décembre 1986 et le chargea d'enquêter sur 1. La vente directe ou indirecte, les cargaisons et le transfert depuis 1984 à aujourd'hui d'armes, de matériel militaire ou de fonds au gouvernement iranien, aux fonctionnaires de ce gouvernement, aux personnes, organisations ou entités connectées à ce gouvernement ou prétendant le représenter, ou aux personnes installées en Iran. 2. La vente directe ou indirecte, les cargaisons et le transfert d'armes, de matériel militaire ou de fonds à tout gouvernement, entité ou personne agissant ou prétendant agir en tant qu'intermédiaire dans toutes les transactions citées plus haut. 3. Le financement de ou le déblocage de fonds pour toute vente directe ou indirecte, toute cargaison ou tout transfert cité plus haut. 4. Le détournement des bénéfices de toutes les transactions décrites plus haut par ou pour toute personne, organisation, gouvernement étranger, faction ou groupe d'insurgés dans tout pays étranger incluant le Nicaragua, mais ne s'y limitant pas. 5. L'apport ou la coordination d'aide aux personnes ou entités engagées comme insurgés militaires dans des conflits armés avec le gouvernement du Nicaragua depuis 1984. Voici le rapport final de cette enquête. Conclusion globale. Les investigations et les poursuites engagées ont montré que des hauts fonctionnaires du gouvernement violèrent des lois et des décrets-lois dans l'affaire Iran-Contra. Le Conseil indépendant en vint à la conclusion que les ventes d'armes à l'Iran ont enfreint la politique du gouvernement des États-Unis et peuvent avoir violé la loi de contrôle sur l'exportation d'armes, Arms Export Control Act. L'apport et la coordination d'aide aux Contras ont enfreint l'interdiction d'aide aux activités militaires au Nicaragua prescrite par l'amendement Bolland. Les politiques derrière les opérations d'Iran et de la Contra ont été entièrement examinées et mûrement pensées dans les plus hautes sphères du gouvernement Reagan. Bien qu'il n'y ait que peu de preuves de l'étendue de la connaissance du Conseil national de sécurité CNS de la plupart des opérations de soutien aux Contras, il n'y avait aucune preuve quant au dissentiment de certains membres du CNS à propos de la politique sous-jacente, qui était de garder les Contras vivants malgré les restrictions du Congrès sur l'aide aux Contras. Les opérations d'Iran furent conduites à la connaissance, entre autres, du président Ronald Reagan, du vice-président George Bush, du secrétaire d'État George P. Shultz, du ministre de la Défense Caspar W. Weinberger,
du directeur de la CIA William J. Casey et des membres du Conseil national de sécurité Robert C. McFarlane et John M. Poindexter. De tous ces officiers, seuls Weinberger et Schultz allèrent contre la décision de principe, mais Weinberger finit par y consentir en ordonnant au ministère de la Défense de fournir les armes nécessaires. De grandes quantités de documents très pertinents, datant de la même époque, furent cachés aux enquêteurs de manière systématique et délibérée par plusieurs fonctionnaires du gouvernement Reagan. Suite à la révélation de ces opérations en octobre et novembre 1986, les officiels du gouvernement Reagan ont délibérément trompé le Congrès et le public sur le niveau et l'étendue de la connaissance des faits de l'administration, ainsi que de l'aide apportée à ces opérations. En outre, le Conseil indépendant en vint à la conclusion que la nature confidentielle des opérations d'Iran et de la Contra donna l'opportunité à certains membres du personnel de commettre des délits de fraude. Les faits essentiels de l'Iran Gate. L'affaire Iran-Contra concernait 2 lignes politiques secrètes du gouvernement Reagan, dont les opérations furent coordonnées par le personnel du Conseil national de sécurité. En 1985 et 1986, l'opération d'Iran impliqua des efforts pour obtenir la libération d'Américains retenus en otage au Moyen-Orient par la vente d'armes américaines à l'Iran, malgré un embargo sur de telles ventes. De 1984 à 1986, les opérations de la Contra impliquèrent l'aide secrète du gouvernement aux activités militaires et paramilitaires de la Contra au Nicaragua, malgré l'interdiction de cette aide par le Congrès. Les opérations d'Iran et de la Contra se rejoignirent lorsque les fonds générés par la vente d'armes à l'Iran furent détournés afin de soutenir l'effort de la Contra au Nicaragua. Bien que ce détournement puisse être l'aspect le plus dramatique de l'affaire Iran-Contra, il est important d'insister sur le fait que les 2 opérations de l'Iran et de la Contra ont enfreint séparément la politique et la loi des États-Unis. L'ignorance de ce détournement, affirmée par le président Reagan et les membres de son cabinet au Conseil national de sécurité, ne les disculpe en rien de leurs responsabilités dans les opérations sous-jacentes d'Iran et de la Contra. Le secret concernant les activités de l'Iran et de la Contra fut finalement mis au jour par des événements qui se déroulèrent à des milliers de kilomètres de là, à l'automne 1986. Le premier se produisit le 5 octobre 1986, lorsque les soldats du gouvernement abattirent un avion cargo qui transportait des ravitaillements militaires aux forces de la Contra. Le seul membre de l'équipage à avoir survécu, l'Américain Eugene Eisenfuss, fut fait prisonnier et affirma travailler pour la CIA. Le 3 novembre, un mois après l'affaire Eisenfuss, la vente secrète d'armes américaines à l'Iran par le président Reagan fut rapportée par une publication libanaise. Le lien entre ces 2 opérations fut rendu public le 25 novembre 1986, lorsque Meese, le ministre de la Justice, annonça que des membres du ministère de la Justice avaient découvert que certains des bénéfices de la vente d'armes à l'Iran avaient été détournés au profit des Contras. Quand ces opérations prirent fin, la divulgation de l'affaire Iran-Contra entraîna une nouvelle série d'illégalités. Des hauts fonctionnaires du gouvernement Reagan s'évertuèrent, après concertation, à tromper le Congrès et le public à propos de leur connaissance de ces opérations et de l'aide qu'ils y ont apportée. Cela commença par les témoignages d'Elliot Abrams et d'autres dès octobre 1986 et continua jusqu'au témoignage public de Caspar W. Weinberger, le dernier jour des audiences du Congrès pendant l'été 1987. Le Conseil indépendant en vint à la conclusion que les conseillers les plus haut placés du président, ainsi que les membres du cabinet du Conseil national de sécurité,
élaborèrent une stratégie pour faire des membres du personnel de la sécurité nationale, McFarlane, Poindexter et Noss, les boucs émissaires dont le sacrifice protégerait le gouvernement Reagan pendant ces 2 dernières années. D'une certaine façon, qui a son importance, cette stratégie réussit. Le Conseil indépendant découvrit la plupart des preuves prouvant qu'on avait tenté d'étouffer l'affaire lors de la dernière année d'enquête, trop tard pour engager la majorité des poursuites. Chapitre 15. Quand la CIA facilitait le marché de la drogue en Californie. La CIA a, depuis ses origines, un long compagnonnage avec le trafic de drogue, comme on l'a vu après la guerre avec la mafia corse et sa French Connection, ou pendant les guerres du Vietnam et d'Afghanistan. Certes, l'agence ne pratique pas elle-même ce trafic, mais à certains moments de son histoire, elle laisse faire ses alliés de circonstance sans se poser la question de savoir qui seront les consommateurs finaux. C'est en 1996 que le débat est porté sur la place publique aux États-Unis. Le journaliste Gary Webb publie en effet dans le San Jose Mercury News une série d'articles intitulés « Dark Alliance », dans laquelle il établit un lien entre le financement par la CIA des Contras nicaraguayens dans les années 1980, voire le chapitre précédent, et l'introduction massive du crack, un dérivé de la cocaïne moins coûteux que l'original, dans les rues de San Francisco. Cette nouvelle drogue serait produite par les Contras et leurs expéditions protégées par la CIA. Le crack ayant surtout fait des ravages parmi les jeunes noirs de San Francisco, le débat public dérive alors sur une supposée manipulation de la CIA pour s'en prendre aux noirs. L'agence est trop heureuse de répondre, à côté de la question première, en affirmant qu'elle n'a jamais voulu ni entrepris de répandre le crack dans la communauté noire. Malgré une réaction globalement hostile de la part des grands journaux américains au moment de sa publication, plusieurs médias ont révisé leur opinion après parution du livre très documenté et précis que Gary Webb a tiré de son enquête. Nous reproduisons ici le témoignage d'une de ses sources principales, Celerino Castillo, qui s'exprime devant la commission parlementaire sur le renseignement en 1998, a été pendant 20 ans un des principaux agents de la Drug Enforcement Agency, agence de lutte contre le trafic de drogue en Amérique latine. Il a été le témoin impuissant des hautes protections fournies aux trafiquants. Gary Webb a poursuivi son enquête jusqu'en 2004, date à laquelle il est décédé à son domicile d'une balle dans la tête, mort non élucidée. Déposition écrite de Celerino Castillo III, agent retraité de la DEA, faite à la Commission permanente sur le renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, le 27 avril 1998. J'ai passé plusieurs années à me battre en première ligne contre la guerre à la drogue de Reagan, à tenter d'éradiquer ce que je considérais alors comme la menace étrangère la plus importante pesant sur les États-Unis. Mais lorsque j'étais en poste en Amérique du Sud et centrale, entre 1984 et 1991, je savais déjà que nous jouions une comédie. Pendant que le gouvernement criait « Just say no », des nations entières sombraient, devenant ce qu'on appelle maintenant des démocraties cocaïne. Pendant mes années à la DEA, j'ai réussi à tenir des journaux de mes assignations en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ces journaux contiennent des noms, des numéros de dossiers et des informations provenant de NADIS, le système informatique central de la DEA, qui soutiennent mes allégations. Je possède des photos ainsi que certains passeports de victimes assassinées par des opérateurs de la CIA. Des atrocités qui furent commises avec l'approbation des agences fédérales. Nous autres Américains de la rue ne pouvons pas faire confiance à l'inspecteur général de la CIA pour mener une enquête rigoureuse sur la CIA ou sur la DEA.
Je vais vous dire pourquoi. Quand le président Clinton, en juin 1996, a ordonné à la Commission de contrôle du renseignement, Intelligence Oversight Board, ou IOB, d'ouvrir une enquête à propos des rumeurs d'implication d'agents américains dans des atrocités commises au Guatemala, la Commission a négligé d'enquêter sur plusieurs opérations de la CIA et de la DEA dans lesquelles des agents américains avaient su à l'avance que des meurtres, pour certains des meurtres d'Américains, allaient avoir lieu. J'étais tellement en colère que je me suis forcé à riposter au rapport de l'IOB, la commission, en citant précisément numéro de dossier, date, nom des individus assassinés. Dans un cas précis, dossier DEA TG 86 0005, plusieurs individus colombiens et mexicains furent violés, torturés et enfin tués par des opérateurs de la CIA et de la DEA, et ce avec l'aval de la CIA. Parmi les victimes identifiées se trouvait un nommé José Ramón Parra Íñiguez, détenteur du passeport mexicain AGUC 043, ainsi que ses deux filles, Maria et Laeticia Olivier Dominguez, passeport mexicain AGM 8381. Au nombre des morts se trouvaient aussi plusieurs ressortissants mexicains, Adolfo León Morales Arcilia, dit Adolfo Morales Orestes, un nommé Carlos Alberto Ramírez et Giro Guilardo Ocampo. Un agent de la CIA et un agent de la DEA étaient tous les deux sur les lieux lorsque ces individus furent interrogés, c'est-à-dire torturés. Dans cette affaire, la cible principale était un membre du Congrès du Guatemala, Carlos Ramiro García de Paz, qui avait réceptionné la livraison de 2404 kilos de cocaïne au Guatemala peu de temps avant l'interrogatoire. Ce dossier impliquait directement le gouvernement guatémaltèque dans un trafic de drogue. À ce jour, le membre du Congrès en question est toujours en possession d'un visa pour les États-Unis, où il continue de venir en voyage comme il lui plaît. Versons du sel sur la plaie. En 1989, le Bureau de la responsabilité professionnelle du département de la justice américain a enquêté sur ces meurtres. L'enquêteur spécial Tony Recevuto, du Bureau de la responsabilité professionnelle de la DEA, DEA-OPR, détermina que le G2, c'est-à-dire les renseignements militaires guatémaltèques, était coupable de ces meurtres. De tout l'Occident, c'est le groupe qui commet les pires infractions aux droits de l'homme. Malgré ça, le gouvernement des États-Unis continua à demander à ses agents de travailler main dans la main avec les militaires du Guatemala. Cette information ne fut jamais communiquée à la commission de contrôle, IOB, voire la réponse jointe. J'ai obtenu un courrier en date du 28 mai 1996 émanant de l'administrateur de la DEA et destiné à Lloyd Doggett, membre démocrate du Congrès des États-Unis pour l'État du Texas. Dans ce courrier, l'administrateur ment éhontément, affirmant que jamais des agents de la DEA n'ont mené des opérations conjointes dans des affaires de drogue aux côtés de militaires du Guatemala. J'y étais. J'étais l'agent de la DEA responsable des opérations au Guatemala. 99,9% des opérations que la DEA menait là-bas étaient des collaborations avec les militaires guatémaltèques. En 1990, la DEA a invité un officier guatémaltèque du G2, le capitaine Fuentes, à suivre les cours sur la drogue organisés par la DEA, ce qui est contraire au règlement de l'organisation. J'en suis absolument certain parce que j'ai travaillé avec cet officier pendant plusieurs années et que j'étais au Guatemala au moment où il se préparait à faire ce voyage scolaire aux États-Unis. Le soutien de l'agence aux opérations. Suivant les convictions de ceux qui avaient joué un rôle primordial dans les opérations d'Iran et de la Contra, l'enquête du Conseil indépendant se concentra sur le rôle de soutien
joués par les officiels du gouvernement appartenant à d'autres organismes, ainsi que sur le rôle de surveillance joué par les principaux responsables du CNS. L'enquête révéla que les officiels de l'administration, qui prétendaient au départ en savoir peu sur la vente d'armes à l'Iran ou sur l'opération de réapprovisionnement illégal des Contras dirigée par North, en savaient beaucoup plus qu'ils ne le déclaraient. Le bureau du Conseil indépendant, Office of Independent Counsel, OIC, prouva que les ministres Weinberger et Schultz, ainsi que le chef du personnel de la Maison-Blanche, Donald T. Reagan, entre autres, dissimulèrent des informations qui auraient aidé le Congrès à se faire une idée plus claire de l'ampleur de l'affaire Iran-Contra. Des notes datant de la même époque, rédigées par Reagan et Weinberger, ainsi que celles dictées par Schultz, furent cachées jusqu'à ce que le Conseil indépendant les découvre en 1991 et 1992. La Maison-Blanche et le cabinet du vice-président. Comme le décrit en détail la partie de ce rapport dédié à la Maison-Blanche, l'enquête ne fournit aucune preuve tangible de l'implication du président Reagan dans des méfaits criminels. L'OIC ne put prouver que Reagan avait autorisé ou avait été mis au courant du détournement de fonds ou qu'il ait eu conscience de l'étendue du pouvoir détenu par North dans le réseau de réapprovisionnement des Contras. Néanmoins, il prépara le terrain pour les activités illégales commises par d'autres, en encourageant et, de manière générale, en ordonnant l'aide aux Contras pendant la période allant d'octobre 1984 à octobre 1986, alors que l'aide financière aux Contras avait été interdite par l'amendement Boland, et en autorisant la vente d'armes à l'Iran, en violation de l'embargo américain sur de telles ventes. Le mépris du président pour les lois promulguées afin de limiter ses actions à l'étranger, et plus particulièrement pour l'amendement Boland, pour l'Arms Export Control Act et pour la nécessité de notifier au Congrès les lois sur les actions secrètes, engendra une situation dans laquelle certains des membres du gouvernement, nommés pour mettre en œuvre ces politiques, trouvèrent le courage de détourner ces lois. La directive que le président Reagan donna à McFarlane, garder les contrats en vie coûte que coûte durant la période d'interdiction de l'amendement Boland, fut perçue par North, qui était chargé par McFarlane d'exécuter la directive, comme une invitation à enfreindre la loi. De même, la décision du président Reagan, en 1985, d'autoriser la vente d'armes provenant de stocks israéliens à l'Iran, malgré les avertissements de Weinberger et Schultz, qui lui disaient que de tels transferts pouvaient être en infraction avec la loi, généra la décision prise par la suite par Poindexter d'autoriser ce détournement. Poindexter dit au Congrès qu'il avait pris la décision de son propre chef, sans consulter le président, mais qu'il pensait que le président l'aurait approuvé. North déclara sous serment qu'il croyait que le président l'avait autorisé. L'enquête du Conseil indépendant n'apporta aucune preuve démontrant que le vice-président Bush ait enfreint la loi. Cependant, contrairement à ce qu'il avait déclaré en public, il était bel et bien au courant de la vente d'armes à l'Iran. Bush fut régulièrement informé, ainsi que le président, de la vente d'armes, et il participa à des discussions afin d'obtenir l'aide d'un tiers pour les Contras. L'OIC ne put prouver que Bush était au courant du détournement de fonds. En décembre 1992, l'OIC découvrit que Bush manqua de tenir un journal contenant les notes en rapport avec l'Iran et la Contra, malgré les requêtes qui lui avaient été adressées en 1987 puis au début de l'année 1992 de le faire. Bush refusa d'être interrogé une dernière fois suite aux preuves accumulées au cours des derniers moments de l'enquête de l'OIC, n'expliquant donc pas de façon claire son implication dans l'affaire Iran-Contra.
La grâce accordée à Weinberger par Bush le 24 décembre 1992 devança le procès au cours duquel l'avocat de la défense avait fait connaître son intention de convoquer Bush comme témoin. Les chapitres concernant Reagan, le chef du personnel de la Maison-Blanche, et le ministre de la Justice Edwin Meese III, portent sur leurs actions de novembre 1986, alors que le président et ses conseillers cherchaient à contrôler les dégâts causés par la divulgation de la vente d'armes à l'Iran. En 1992, Reagan fournit au Conseil indépendant des copies de notes prouvant que Poindexter et Meese tentèrent, afin de protéger le président, de dresser un faux compte-rendu des ventes d'armes de 1985 provenant de stocks israéliens, qui, selon eux, étaient illégales. Reagan ainsi que d'autres conseillers haut placés ne dirent pas la vérité, ce qui aurait permis de corriger cette fausse version des faits. Cette question ne fut finalement jamais résolue légalement. Reagan déclara ne pas vouloir être celui qui briserait le silence parmi les conseillers proches du président, qui savaient à peu près tous que le compte-rendu était un faux. Ce témoignage démontra que l'enquête de novembre 1986, effectuée par Meese, relevait plus d'un exercice visant à contrôler les dégâts qu'à démontrer les faits. Il s'entretint en privé avec le président, le vice-président, Poindexter, Weinberger, Casey et Reagan, sans prendre de notes. Même après avoir découvert le détournement de fonds, Meese ne mit pas en sécurité les rapports dans les bureaux du personnel du CNS et ne prit aucune autre mesure de prudence visant à protéger des preuves éventuelles. Et pour conclure, lors de son rapport au président et à ses conseillers, Meese donna une fausse version de ce qu'on lui avait dit, en déclarant que le président n'était pas au courant des cargaisons Hawk de 1985, dont Meese disait qu'elles pouvaient avoir été illégales. Il y eut prescription pour les activités de novembre 1986 avant que l'OIC n'obtienne ses preuves. En 1992, Meese déclara ne pas se souvenir des déclarations qu'on lui prêtait dans les notes de Weinberger et de Reagan. Il fut peu convaincant et l'on aurait pu s'attendre à ce que le temps écoulé ait fait naître un doute raisonnable s'il avait été poursuivi pour celle de 1992 sur le caractère intentionnel de ces fausses déclarations. Le rôle joué par les officiels de la CIA. Le soutien indéfectible du directeur de la CIA, Casey, pour la politique du président Reagan sur les Contras et sur la vente d'armes à l'Iran, incita certains de ces officiels à outrepasser les restrictions légales. Casey joua un rôle clé en associant North à Secord dans le soutien aux Contras, au moment où l'amendement Boland d'octobre 1984 forçait la CIA à s'abstenir de toute aide directe ou indirecte. Il soutint par ailleurs la coalition North-Secord pour la vente d'armes à l'Iran, malgré les fortes réserves émises sur Secord au sein de la hiérarchie de la CIA. La position de Casey sur les Contras incita le chef du corps expéditionnaire, Central American Task Force de la CIA, Alan D. Pierce, à faire concorder les activités de la CIA avec celles du réseau de réapprovisionnement des Contras orchestré par North, en violation des restrictions de l'amendement Boland. L'approbation de Casey pour que le CNS gère la vente d'armes à l'Iran et qu'il s'adresse à Manucher Ghorbanifar, un trafiquant d'armes, et à Secord pour cette opération, força le Directorate of Operations de la CIA à travailler avec des personnes en qui il n'avait pas confiance. Après l'affaire Eisenfuss, début octobre 1986, George et Pierce mentirent au Congrès à propos de l'implication du gouvernement américain dans le réapprovisionnement de la Contra, dans le but, comme l'a dit Pierce, d'éviter que les feux de l'actualité ne soient braqués sur la Maison-Blanche.
Quand les ventes d'armes à l'Iran furent dévoilées en novembre 1986, 3 des agents clés de Casey, George, Claridge et Pierce, suivirent l'exemple de ces derniers en mentant au Congrès. 4 officiels de la CIA furent accusés d'infractions criminelles. George, sous-directeur des opérations et numéro 3 de la CIA, Claridge, chef de la division européenne, Pierce et Fernandez. George fut reconnu coupable de 2 crimes, fausse déclaration et parjure devant le Congrès. Pierce plaida coupable de 2 délits, ayant caché des informations au Congrès. Les 4 chefs d'accusation à l'encontre de Fernandez, obstruction à la justice et faux témoignages, furent abandonnés quand l'administration Bush refusa de déclassifier des informations nécessaires à sa défense. Claridge attendait son procès sur 7 chefs d'accusation de parjure et de fausses déclarations lorsqu'il fut, tout comme George et Pierce, gracié par le président Bush. Les officiels du département d'État. En 1990 et 1991, le Conseil indépendant reçut de nouvelles preuves écrites, sous la forme de notes rédigées à la main, qui suggéraient que le témoignage du ministre Shultz devant le Congrès donnait une image trompeuse et incorrecte de sa connaissance des ventes d'armes à l'Iran. L'enquête qui suivit se concentra sur le fait de savoir si Shultz ou d'autres officiels du département d'État avaient délibérément trompé ou caché des informations aux enquêteurs du Congrès et de l'OIC. Ces notes capitales, prises par M. Charles Hill, l'assistant exécutif de Shultz, étaient des comptes rendus quasiment mot à mot des réunions de Shultz au sein du département, ainsi que des rapports qu'il avait faits à Hill des réunions auxquelles il avait assisté à l'extérieur. Les notes d'Hill, ainsi que des notes détaillées de façon similaire par Nicholas Platt, le secrétaire de direction du département d'État, procura à l'OIC un compte-rendu détaillé de l'étendue de la connaissance de Shultz sur les ventes d'armes à l'Iran. La note la plus révélatrice ne fut fournie par aucune enquête sur l'Iran et la Contra avant 1990 et 1991. Ces notes montrent que, contrairement au témoignage selon lequel il n'était pas au courant des détails des transferts d'armes de 1985, Shultz savait que ces livraisons étaient prévues et qu'elles furent bien délivrées. De la même manière, l'on prouva que Shultz était au courant des livraisons de 1986. Le Conseil indépendant en vint à la conclusion que le premier témoignage de Shultz était incorrect, sinon faux, en bien des aspects significatifs, et trompeur, sinon littéralement faux, en d'autres. Lorsqu'il fut interrogé en 1992 sur ces différences, Shultz ne remit pas en question l'exactitude des notes prises par Hill. Il affirma à l'OIC qu'à l'époque, il croyait que son témoignage était exact, et il insista sur le fait que, s'il avait eu les notes plus tôt en sa possession, son témoignage aurait été différent. Le Conseil indépendant cessa les poursuites car il subsistait un doute raisonnable quant à savoir si le témoignage de Shultz était intentionnellement faux à l'époque où il fut délivré. Le ministre Weinberger et les officiels du département d'État. Contrairement à ce qu'ils avaient affirmé devant la commission Tower, nommée par le gouvernement, et devant le Select Iran-Contra Committees of Congress, le Conseil indépendant établit que le ministre Weinberger et ses conseillers les plus proches étaient bien au courant des cargaisons d'armes envisagées ou réelles faites à l'Iran en 1985 et 1986. La preuve majeure consistait en des notes écrites à la main par Weinberger, notes qu'il dissimula intentionnellement au Congrès et à l'OIC, jusqu'à ce que le Conseil indépendant les découvre à la fin de 1991. Les notes quotidiennes du journal de Weinberger, ainsi que les notes d'importantes réunions à la Maison-Blanche et ailleurs,
contenaient des informations de première importance datant de la même époque, qui permirent de résoudre nombre de questions laissées non résolues lors des premières enquêtes. Les notes démontrèrent que le premier témoignage de Weinberger, selon lequel il n'était que vaguement informé des ventes d'armes à l'Iran de 1985, était faux et qu'il avait en fait des informations précises sur les ventes d'armes envisagées et sur leur livraison proprement dite. Ces notes révélèrent aussi que le général Colin Powell, conseiller militaire en chef de Weinberger, et Richard L. Armitage, sous-secrétaire à la Défense pour les affaires internationales, avaient aussi une connaissance approfondie des cargaisons de 1985 provenant de stocks israéliens. Armitage et Powell avaient témoigné qu'ils n'avaient rien su des cargaisons de missiles Hawk de novembre 1985 avant 1986. Les notes de Weinberger fournirent des comptes-rendus détaillés de réunions des hautes sphères de l'administration datant de 1986, au cours desquels l'on fit aux conseillers proches du président de faux comptes-rendus sur la vente d'armes à l'Iran, dans le but de protéger le président et de les protéger des conséquences des cargaisons de 1985 provenant de stocks israéliens qui étaient probablement illégales. Les notes de Weinberger apportèrent des preuves capitales qui vinrent appuyer les accusations contre lui. Parjure et fausses déclarations au sujet de son témoignage concernant les ventes d'armes. Dénégation de l'existence de notes et dénégation de sa connaissance de la contribution de l'Arabie saoudite aux Contras, qui s'élevait à des millions de dollars. Le président Bush le gracia le 24 décembre 1992, moins de 2 semaines avant son procès. On ne put pas vraiment prouver que le premier témoignage de Powell concernant les cargaisons de 1985 et les notes de Weinberger était intentionnellement faux. Powell coopéra aux diverses enquêtes sur l'Iran et la Contra, et quand sa mémoire fut rafraîchie par les notes de Weinberger, il admit volontiers leur exactitude. Le Conseil indépendant refusa les poursuites contre Armitage, car la documentation limitée de l'OIC portait sur le procès contre Weinberger, et car le témoignage contre Armitage, bien que solide, n'atteignit pas le statut de preuve hors de tout doute raisonnable. Les segments sur Reagan, Bush et Casey. L'Independent Counsel Act exige un rapport sur les personnes qui ont été mises en examen, ainsi que sur celles qui ne l'ont pas été. À cause du très grand nombre de personnes interrogées, les sections individuelles de ce rapport se limitent à celles pour lesquelles il y eut possibilité de mise en examen. Par ailleurs, il existe des sections séparées sur les présidents Reagan et Bush, car bien que les poursuites contre eux aient toujours été peu probables, ils furent des sujets d'enquête majeure, et leurs activités eurent de l'importance pour les actions en justice intentées contre d'autres. Le directeur de la CIA, Casey, est un cas à part. Aucune enquête sérieuse sur Casey ne fut entreprise par l'OIC, car il fut hospitalisé pour une maladie mortelle avant que le Conseil indépendant ne soit nommé. Casey ne put jamais donner sa version des faits, et il fut incapable de répondre aux allégations de méfaits proférées par d'autres à son encontre, et plus particulièrement par North, dont la véracité est sérieusement mise en question. Autre fait d'égale importance, on ne put apporter de réponse aux questions fondamentales concernant les dispositions mentales de Casey et de l'impact, s'il existe, de sa maladie mortelle sur son comportement et ses intentions. Dans des circonstances normales, un procureur hésiterait à faire des observations sur la conduite d'un individu dont les activités et les actions ne furent pas soumises à une enquête rigoureuse, fait qui pourrait disculper cet individu. Néanmoins, après d'importantes délibérations, le Conseil indépendant en vint à la conclusion qu'il allait de l'intérêt public que ce rapport donne un compte-rendu de l'affaire Iran-Contra
aussi complet et détaillé que possible. Ceci n'aurait tout simplement pas pu être fait sans un compte-rendu du rôle joué par Casey. Observations et conclusions. Ce rapport se termine sur les observations et les conclusions du Conseil indépendant. Il fait remarquer que les problèmes gouvernementaux soulevés par l'affaire Iran-Contra ne sont pas ceux d'opérations malhonnêtes, mais plutôt ceux des efforts de la branche exécutive pour échapper à la surveillance du Congrès. Comme le montre ce rapport, les différents rôles du ministre de la Justice, conseiller du président et agent le plus qualifié pour faire respecter la loi, Top Law Enforcement Officer, entrent en conflit de façon irrémédiable dans le cas de crimes commis dans les hautes sphères de la branche exécutive. Le Conseil indépendant en vient à la conclusion que la seule surveillance du Congrès ne peut pas corriger les défaillances engendrées par l'abandon du ministre de la Justice de ses responsabilités, qui consiste à faire respecter la loi, et s'il entreprend à la place de protéger le président. Le Conseil indépendant demande au Congrès d'examiner le problème délicat que pose aux enquêtes et aux poursuites l'octroi par le Congrès d'immunité aux principaux responsables. Il reconnaît l'importante part de responsabilité du Congrès pour mener des enquêtes approfondies sur de telles affaires, mais le Congrès doit se rendre compte que l'octroi d'immunité aux principaux responsables dans des affaires aussi exposées que celle de l'Iran Gate peut quasiment anéantir toute chance de poursuite couronnée de succès. Le Conseil indépendant aborde aussi le problème qui consiste à appliquer le Classified Information Procedures Act, CIPA, à des affaires contenant des informations classées hautement confidentielles, comme c'est le cas pour nombre de poursuites concernant l'Iran et la Contra. Sous le coup de cette loi, le ministre de la Justice a décidé de ne pas limiter le pouvoir de décision concernant la déclassification d'informations nécessaires au procès, même dans le cas d'affaires où le Conseil indépendant avait été nommé à cause du conflit d'intérêts auquel faisait face le ministre de la Justice. Ce pouvoir de décision est en contradiction avec le besoin d'avoir recours à un conseil indépendant, particulièrement dans les affaires où des agents des services de renseignement, qui classifient les informations, font l'objet d'une enquête. Ce pouvoir de décision donne au ministre de la Justice le pouvoir de faire obstruction à toute poursuite ou presque, pouvant éventuellement être embarrassante et nécessitant de déclassifier des informations. Le Conseil indépendant propose que le ministre de la Justice mette en place des critères qui permettraient d'examiner de manière indépendante toute décision de bloquer les poursuites contre un agent au sein de la branche exécutive et qui légitimerait la surveillance du Congrès. Fait révélé par mon enquête sur le trafic de drogue CIA-Contras au Salvador. Pour comprendre l'épidémie de crack qui déferla sur nos rues en 1984, il faut comprendre les effets du contrôle exercé par le Congrès sur les opérations secrètes. Plus précisément, dans le cas qui nous occupe, les amendements Boland, votés à l'époque selon la volonté du peuple, dans le but de réduire le nombre d'opérations secrètes, et qui n'ont servi qu'à pousser la CIA, les militaires et certains éléments des renseignements américains à court-circuiter entièrement le Congrès et la Constitution, en s'engageant avidement dans un programme secret de financement des opérations interdites avec l'argent de la drogue, programme auquel on eut fréquemment recours. Comme mon collègue et ami Michael Ruppert l'a montré en rapportant son expérience des années 1970, la CIA a souvent ainsi ignoré les désirs du Congrès en recourant au trafic de drogue. Vietnam, Laos, Iran, Afghanistan, Pakistan, etc. Quand les amendements Boland ont coupé court au financement des Contras par des subventions du gouvernement américain, George Bush, son conseiller à la sécurité nationale Don Gregg et Holly North se sont tournés vers certains gouvernements étrangers
et ont sollicité des contributions privées pour remplacer l'argent public. Les sources criminelles de contributions potentielles ne furent pas exclues de leurs recherches. Fin 1981. Par une série de décrets exécutifs et de directives émanant de la sécurité nationale, le vice-président Bush fut placé à la tête de toutes les opérations de renseignement de l'administration Reagan. Toutes les opérations secrètes menées à bien par des officiels de la CIA, du Pentagone et de toutes les autres agences fédérales, et par une armée de scélérats faite d'anciens opérateurs du renseignement et d'agents étrangers, toutes tombaient sous la responsabilité de George Bush. Gary Webb, journaliste au San Jose Mercury News, reconnaît qu'il n'avait tout simplement pas remonté la structure hiérarchique de la filière Contras jusqu'à la Maison-Blanche, bien qu'il ait eu connaissance de quelques éléments qui suggéraient que l'opération n'était pas du ressort de la seule CIA. Le 1er décembre 1981, le président Ronald Reagan signa un ordre qui autorisait la CIA à dépenser 19,9 millions de dollars pour fournir en secret une aide militaire aux Contras qui venait de se constituer. C'était à peine suffisant pour monter une attaque militaire sérieuse contre le régime sandiniste soutenu par les Soviétiques et les Cubains. En août 1982, George Bush a engagé Donald P. Gregg comme principal conseiller aux affaires de la sécurité nationale. Fin 1984, Gregg a présenté Oliver North à Félix Rodriguez, un agent de la CIA à la retraite, qui travaillait en Amérique centrale sur ordre de Bush depuis déjà 1 an. Gregg présenta personnellement Rodriguez à Bush le 22 janvier 1985. 2 jours après cette rencontre, Rodriguez partait au Salvador, où il s'assura de la mise en place à la base aérienne d'Ilopango d'une plateforme pour ses opérations. Le 1er novembre 1984, le FBI avait arrêté le partenaire de Rodriguez, Gérard Lachinian, condamné pour avoir introduit 10,3 millions de dollars de cocaïne aux États-Unis. Le 18 janvier 1985, Rodriguez eut, paraît-il, un rendez-vous avec Ramon Milan Rodriguez, un spécialiste du blanchiment d'argent qui avait à son actif le blanchiment d'1,5 milliard de dollars pour le compte du cartel de Medellín. Milan témoigna devant la commission d'enquête sénatoriale à propos du trafic de drogue dans l'affaire des Contras, qu'il avait déjà, bien avant cette rencontre en 1985, versé 10 millions de dollars provenant de la cocaïne aux Contras sur la requête de Félix Rodriguez. Le 10 septembre 1985, North écrivait dans son carnet « Présenté par Wally Grasham Litton, visite de Calero Bermudez à Ilopango pour Etab Sub Logistment. » Au mois d'octobre 1985, à mon arrivée au Guatemala, je fus prévenu par l'attaché de la DEA du comté local, Robert J. Stia, que la DEA avait reçu des renseignements indiquant que les Contras du Salvador étaient impliqués dans le trafic de drogue. Pour la première fois, je me trouvais face aux contradictions de ma mission. La raison pour laquelle on m'avait prévenu, j'allais justement devenir l'agent responsable au Salvador. Ramiro Guerra, en tant qu'informateur guatémaltèque de la DEA, STG 810013, était chargé du renseignement sur les Contras au Salvador et au Guatemala. Au début des années 1980, c'était un fugitif de la DEA qui avait fui pour échapper à des chefs d'accusation RICO et CCE de racket, de corruption et d'entreprises criminelles émanant de San Francisco. En 1986, il est devenu l'un des conseillers officiels du groupement militaire antidrogue salvadorien formé par la DEA. En 1989, toutes les charges qui pesaient sur lui ont été abandonnées, en conséquence de sa coopération avec la DEA en Amérique centrale. Guerra est toujours l'un des informateurs de la DEA au Guatemala.
En décembre 1985, Brian Barger, journaliste de CNN, exposa toute l'histoire de l'implication des Contras dans le trafic de drogue. Note extraite de mon journal et collecte de preuves. Le 13 janvier 1986, j'ai écrit un rapport au sujet du Salvador classé à la DEA, GFTG 86 9145. Le 16 janvier 1986, HK 1217W, Carlos Silva et Tulio Pedras, pilotes Contras. Le 23 janvier 1986, GFTG 86 99 99, renseignement aérien El Salvador, TG 86 0003, Samana et Raoul. En 1986, j'ai placé un informateur, Marcio Murga, à l'aérodrome d'Ilopango, au Salvador. Il faisait partie de l'organisation. Il préparait les plans de vol de la plupart des pilotes Contras. Saisir leur nom dans NADIS révéla que la majorité d'entre eux avaient déjà un dossier à la DEA en tant que trafiquants. Voir mon mémo DEA daté du 2-14-89. Le 5 février 1986, j'ai saisi $800 000 en liquide, 35 kilos de cocaïne et un avion à Ilopango. DEA TG 86 0001, Gaétan Leonel. Le 24 mars 1986, j'ai écrit un rapport à la DEA sur l'opération Contras, GFTG 86 40 03, Frigorificos de Punta Arenas, SA. Appareil enregistré aux USA, numéro N68 435, Cessna 402. Le 17 avril 1986, j'ai écrit un rapport Contras à propos d'Arturo Renick et Johnny Ramirez, Costa Rica. Aéronef TIAQU et BE60, GFTG 86 99 99, renseignement aérien. Les 25 et 26 avril 1986, rendez-vous au Salvador avec Félix Vargas de la CIA. En avril 1986, le consul général de l'ambassade des États-Unis au Salvador, Robert J. Chavez, m'a prévenu que l'agent de la CIA, George Withers, demandait qu'on accorde un visa US à un trafiquant de drogue du Nicaragua et pilote Contra nommé Carlos Alberto Amador, qui apparaît dans 6 dossiers DEA différents. Le 14 mai 1986, j'ai eu avec Jack O'Connor, du quartier général de la DEA, une conversation. Sujet: Mata Ballesteros. Note: Juan Ramón Mata Ballesteros était probablement le plus gros trafiquant de la région. Il opérait depuis le Honduras et possédait plusieurs sociétés soutenues ouvertement et financièrement subventionnées par la CIA. Le 26 mai 1986, Mario Rodolfo Martínez Murga est devenu un informateur DEA officiel, STG 86 0006. Il était auparavant une des sources de Ramiro Guerra et Robert Chavez. Sous Chavez, les renseignements de Murga avaient permis la saisie de plusieurs centaines de kilos de cocaïne, d'Ilopango à la Floride, prouvant qu'il était une source fiable. Le 27 mai 1986, j'ai rencontré au Salvador le lieutenant-colonel Alberto Adame, militaire américain. Il connaissait l'existence de l'opération des Contras à Ilopango. Était au Salvador entre 1984 et 1987. Le 6 juin 1986, j'envoie un rapport Telex DEA au bureau de Washington au sujet des pilotes Contras Carlos Amador et Carlos Armando Llamos, ambassadeurs honoraires du Salvador au Panama, N308P. Llamos avait au départ d'Ilopango livré au Panama 4,5 millions de dollars pour les Contras.
L'information avait été recueillie par l'informateur Mario Murga. Léon Portilla Tiano, Navarro 31 et YS 265, pilote américain Francisco Vio, Roberto Gutiérrez, N82 161, mexicain, XAB. Le 10 juin 1986, j'ai parlé au Guatemala avec l'agent CIA Manny Brand de Sophie Amori, opérateur cubain des Contras, et du guatémaltèque Galvis Pena. Le 16 juin 1986, GFTG 86, 99, renseignement aérien, DEA 6, Salvador. Au début de 1986, j'ai reçu un telex câble de Sandy González, l'agent spécial de la DEA Costa Rica, qui me demandait de fouiller les hangars 4 et 5 à Ilopango. La DEA au Costa Rica avait reçu des informations fiables indiquant que les Contras y apportaient de la cocaïne par avion. Les 2 hangars appartenaient à la CIA et la NSA, National Security Agency. Les officiers qui s'en occupaient étaient le lieutenant-colonel Oliver North et l'agent Félix Rodriguez, dit Max Gomez, sous contrat avec la CIA, voir la lettre jointe de Brian Blaney, OIC, en date du 28 mars 1991. Le 18 juin 1986, le pilote Contras salvadorien Francisco Chico Girola Becce, DEA NADIS numéro 158 53 34 et 174 44 48, était déjà répertorié en tant que trafiquant de drogue. À cette date, à 7h30 du matin, il quittait Ilopango en direction des Bahamas pour y parachuter des devises. Au retour, il ramenait 2 passagers, Alejandro Urbizu et Patricia Bernal. En 1988, Urbizu avait été arrêté aux États-Unis dans une affaire de cocaïne. En 1985, Girola avait été arrêté au sud du Texas, dans le comté de Kleberg, en possession de 5,5 millions de dollars en liquide qu'il avait récoltés à Los Angeles, en Californie. Le bureau des douanes américaines de Dallas-Fort Worth avait un fichier à son nom. Le 18 juin 1986, DEA 6, à propos renseignements aériens, GFTG 86 99, Salvador. 27 et 28 juin 1986, le lieutenant-colonel Albert Adame rencontre l'ambassadeur américain Edwin Corr pour parler drogue. Dans un rapport au Congrès du 26 juillet 1986, portant sur les allégations de trafic de drogue par les Contras, le département d'État a décrit l'affaire des hommes grenouilles, The Frogman Case, en ces termes. Cette affaire tient son surnom des nageurs qui apportaient sur la côte à San Francisco de la cocaïne provenant d'un vaisseau colombien. Le rapport se concentrait sur le cas d'un gros trafiquant de cocaïne colombien, Alvaro Carvajal Minota, qui fournissait un grand nombre de trafiquants américains de la côte ouest. Le rapport affirmait aussi que le Contra nicaraguayen Horacio Pererita avait été condamné à 12 ans de prison dans des affaires de drogue au Costa Rica. 2 membres de plus de l'organisation étaient identifiés, Carlos Cabezas et Julio Saval, tous 2 du Nicaragua. Ils étaient parmi les trafiquants de la côte ouest mis en prison, accusés d'avoir reçu de la drogue des mains de Carvajal. Bien après avoir été condamnés, ils déclarèrent avoir livré des devises à des groupes de résistants Contras au Costa Rica. Le 28 juillet 1986, j'ai rencontré les agents de la CIA Don Richardson et Janice Elmore et le lieutenant-colonel Adame au Salvador. Le 29 juillet 1986, j'ai rencontré Don Richardson et Robert Chavez à l'ambassade des États-Unis au Salvador. Le 3 août 1986,
Ramiro Guerra, le lieutenant-colonel E. Adame, Dr Héctor Regalado, aussi appelé Dr Mort, qui prétendait avoir tué l'archevêque Romero, et moi, sommes partis en patrouille au Salvador. En août 1986, la commission Kerry demanda à la DEA des informations sur les pilotes Contras. Le département de la justice refusa tout net de communiquer toute information. Le 15 août 1986, j'ai parlé à l'agent de la CIA Jack McCavett, chef de cellule, et à Don Richardson, au Salvador. Sujet, Fernando Canelas Sanes, de Floride. Le 18 août 1986, j'ai reçu des mains du chef de cellule CIA Jack McCavett 45 000 $ en liquide pour acheter des véhicules pour le groupement antidrogue salvadorien de la DEA. Le 28 août 1986, j'ai eu avec l'ambassadeur américain au Salvador, Edwin Corr, une discussion au sujet de Wally Grasham, Pete's Place et Carlos Amador. À 15 heures. Oscar Alvarado Lara, dit El Negro Alvarado, Alvarado le Noir, opérateur CIA et pilote Contra, était mentionné dans 3 dossiers DEA. Le 11 juin 1986, Alvarado a illégalement amené 27 Cubains à Ilopango, d'où ils passèrent ensuite illégalement au Guatemala. Le 28 septembre 1987, Alvarado prit comme passager l'officier CIA Randy Capister à Puerto Barrios, au Guatemala, après une opération conjointe de la DEA, la CIA et du G2 de l'armée guatémaltèque. Plusieurs Mexicains et Colombiens furent violés et tués. Ceci est confirmé par le dossier DEA-CIA numéro TG 86 0005. 1986. La DEA Salvador ouvre un dossier sur Walter L. Grasham, TG 87 0003. Son nom apparaît dans plusieurs dossiers de la DEA, de la CIA et des douanes américaines. Son fichier DEA se trouve aux Archives nationales dans le dossier Iran-Contra à Washington, D.C. Bulky, numéro 2316. Voir aussi la transcription de la discussion top secrète déclassifiée au sujet de M. Grasham, menée par le Bureau juridique indépendant en date du 3 janvier 1991. Le 1er septembre 1986, à environ 17 heures, j'ai reçu au Guatemala un coup de téléphone de Ramiro C.I. Guerra. Sujet, le raid sur la maison de Wally au Salvador. L'avion de Wally, N-246J. Le 1er septembre 1986, un groupement de la DEA a fouillé la résidence de Walter Grasham, un civil, au Salvador. Un arsenal de munitions militaires américaines y fut trouvé, soi-disant destiné à être envoyé aux Contras. Des caisses d'explosifs C4, de grenades, de munitions, de fusils de précision et de fusils d'assaut M16, de casques hélicoptères et de couteaux. On y a aussi trouvé des archives de preuves de versement d'argent à des membres officiels de l'armée salvadorienne, comme des voyages à New York, ainsi que des radios et des plaques de voitures appartenant à l'ambassade des États-Unis. Nous y avons aussi trouvé un des M16 appartenant au colonel Steele, commandant du groupement militaire américain. Avant la perquisition, j'avais fait le tour des services de l'ambassade des États-Unis pour demander si cet individu, Grasham, travaillait de quelque façon que ce soit avec l'ambassade. Et tous les chefs de service avaient nié, affirmant qu'ils ne travaillaient pas pour eux. On trouva aussi une livre de marijuana et des plants de cannabis poussant dans le jardin derrière la maison. Le 2 septembre 1986, j'ai quitté le Guatemala par le vol TACA Airlines de 7h30 pour le Salvador. Le 26 septembre 1986, rendez-vous avec le colonel Steele, sujet M. Grasham, colonel Steele a admis avoir donné un M16 à Grasham, et George W., CIA. Parlez aussi à Don Richardson, CIA,
Sujet Ramiro Guerra. Parler au colonel Adamé. Sujet CIA George. Le 3 octobre 1986, parler à la DEA Panama. Sujet M. Grasheim. On m'a conseillé la prudence. Le 15 octobre 1986, l'assistant du procureur Mark Richard, de la division criminelle du département de la justice, a témoigné devant la commission Kerry avoir assisté à une réunion avec 20-25 officiels et déclaré que la DEA ne voulait pas fournir les informations que la commission avait demandées à propos de l'implication des Contras dans le trafic de drogue. Le 21 octobre 1986, j'ai envoyé un telex câble à Washington, D.C. sur les Contras. Le 22 octobre 1986, parler à l'équipe Salvador, sujet Grasheim. Le 23 octobre 1986, HK 1960P Honduras, 1000 kilos de cocaïne, voire DEA 6 sur cette affaire. Le 29 octobre 1986, parler au QG DEA John March des Contras et de Grasheim. Le 30 octobre 1986, parler au général Blandon du Salvador, sujet M. Grasheim. Le 7 novembre 1986, parler à John March, 202 786 43 56 et Azam, 633 10 49, domicile 301 262 10 07, Contras. Le 13 novembre 1986, rendez-vous avec l'ambassadeur Corr à 14h au sujet de Grasheim. Il me dit « Alea jacta est ». Rendez-vous avec le lieutenant-colonel Adamé. Le 14 novembre 1986, rendez-vous avec le colonel salvadorien Villa Marona sur M. Grasheim. Il m'a appris que l'ambassade américaine avait approuvé Grasheim, l'autorisant à travailler à Ilopango. Le 20 janvier 1987, Joel Brinkley, envoyé spécial du New York Times, sort son reportage « Les groupes militaires Contras donneraient dans le trafic de drogue ». Le troisième secret fait surface. Brinkley écrit « Des enquêteurs fédéraux des services antidrogue ont découvert des preuves à l'automne dernier qui montrent que des équipages aériens américains qui livraient secrètement des armes aux rebelles du Nicaragua, rapportaient illégalement aux États-Unis de la cocaïne et d'autres drogues lors de leur voyage retour. Des membres officiels de l'administration déclarent aujourd'hui que lorsque l'équipe stationnée au Salvador a appris que la DEA enquêtait sur leurs activités, l'un d'entre eux a prévenu les agents qu'ils bénéficiaient de la protection de la Maison-Blanche. Le Times poursuit en citant les propos d'un officiel américain anonyme, d'après lequel cette déclaration, faite par un membre de l'équipe après que la DEA avait fouillé sa résidence à San Salvador, y cherchant de la drogue, avait fait beaucoup de vagues à Ilopango. Le 9 février 1987, je rencontre le colonel Adamé et Elmore. Sujet grosse dispute avec Lourdes Border, analyste renseignement au QG DEA. Il venait d'arriver au Guatemala pour partir en mission de collecte d'informations 2 jours au Salvador. Le 10 février 1987, rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis au Salvador, Corr. Sujet Lourdes Border, analyste renseignement au QG DEA, et Doug, nom propre inconnu. Des bleus tous les deux. En 2 jours au Salvador, ils ont décidé que les Contras n'étaient pas impliqués dans le trafic de drogue. Le 27 février 1987, j'ai parlé à Mike Alston de la DEA Miami. Sujet pilote Contras John Hall. La piste d'atterrissage au Costa Rica de Bruce Jones, le Colombien Luis Rodriguez, Monsieur chasseur de crevettes de mer du Costa Rica jusqu'à Miami, opération Contras de l'Amérique centrale vers les États-Unis. Le 3 mars 1987, rendez-vous avec Janice Elmore, CIA, de 21h à minuit. Le 30 mars 1987, j'ai invité Richard Rivera, agent des douanes américaines,
a tenté de tracer l'origine des munitions et des armes retrouvées à la résidence de M. Grasheim. On dit que le Pentagone a mis fin à la traque. Ils n'ont jamais réussi à remonter la piste de l'origine des objets. Le 1er avril 1987, Bob Stia, Walter Morales, le pilote, et moi, nous rendons au Salvador en avion. Rendez-vous avec 2 agents de la CIA qui nous informent que nous ne pouvons plus utiliser Murga, qui travaille maintenant pour eux. Les 7, 8 et 9 avril 1987, rendez-vous avec John March au Guatemala. Sujet, Contras et OPR. Le 27 septembre 1987, l'agent CIA Amérique centrale, Randy Capister, le G2 militaire guatémaltèque et moi-même avons saisi plus de 2404 kilos de cocaïne en la possession de Carlos Ramirez Garcia de Paz, membre du Congrès du Guatemala, et du cartel de Medellín. La plus grosse saisie de cocaïne jamais faite en Amérique centrale et l'une des 5 plus grosses saisies de l'histoire. Durant cette opération, plusieurs individus furent violés et assassinés. L'agent de la CIA et moi avons été témoins de leurs interrogatoires. Le membre du Congrès en question n'a jamais été arrêté ni inculpé. Le 22 octobre 1987, j'ai reçu un coup de fil d'Everett Johnson du QG-DEA qui me demandait de ne pas clore les dossiers Contras parce qu'un comité quelconque demandait à les voir. Note, si votre dossier n'est pas clos, le Freedom of Information Act, équivalent de la loi informatique et liberté, ne vous donne pas le droit d'accès. Le 30 août 1988, reçu info par Guido del Prado à l'ambassade des États-Unis du Salvador. Sujet, Carlos Armando Liemus Herrera, pilote Contra. Le 27 octobre 1988, reçu lettre de Bill, officier régional de la sécurité à l'ambassade au Salvador. Sujet, corruption de l'ambassadeur des États-Unis et de Del Prado. Le 3 décembre 1988, la DEA a saisi 356 kilos de cocaïne à Tiquisate, au Guatemala. DEA numéro TG89-0002, Héctor Sanchez. Plusieurs Colombiens ont été tués dans cette opération approuvée par la CIA et la DEA. J'ai des photographies d'individus assassinés dans cette affaire. La cible en était Gregorio Valdés, une ressource CIA de la Guatemala Piper Corporation. À cette époque, toutes les opérations aériennes de la DEA et la CIA partaient de la Piper. Le 24 août 1989, à cause de renseignements que j'avais fournis, l'ambassade des États-Unis annulait le visa du lieutenant-colonel Hugo Francisco Moran Carranza, militaire guatémaltèque et chef de la section Interpol et corruption. Son dossier le décrivait comme un officiel du Guatemala corrompu et un trafiquant de drogue. Il se préparait à aller passer 1 an dans une université militaire américaine, US War College, invité par la CIA. Le 21 février 1990, j'envoie un telex câble au QG-DEA. Sujet, le plan formé par Moran pour m'assassiner. Entre août 1989 et le 6 mars 1990, le colonel Moran avait mis en route un plan pour m'assassiner au Salvador et accuser les guerrilleros de mon meurtre. Le 6 mars 1990, je suis allé à Houston pour y déposer une cassette audio à propos de mon assassinat. Obtenue sous couverture. Mark Mursa, de la DEA Houston, DEA File M3900053, avait un informateur proche du lieutenant-colonel Moran. Le 24 février 1990, j'ai fait retourner ma famille aux États-Unis parce que la DEA ne prenait aucune mesure dans cette affaire. Le 15 mars 1990, alors qu'elle avait connaissance de ce projet d'assassinat depuis déjà 6 mois, la DEA m'a transféré à San Diego, en Californie, pour 6 mois. Le 5 avril 1990,
Une perquisition illégale de ma résidence au Guatemala a été menée par les agents DEA Tuffy Van Brinsen et Larry Holyfield, avec Marco González des Affaires étrangères du Guatemala. Pas de mandat. Le QG-DEA a admis qu'il s'agissait d'une perquisition illégale, demandée par Tony Recevuto, enquêteur spécial du Bureau de la responsabilité professionnelle de la DEA. OPR file PRTG 90 0068. Le 16 septembre 1991, on m'a envoyé par fax un questionnaire au sujet de cette perquisition illégale, voire 6 juin. Le 11 avril 1990, agissant sous couverture, la femme de Carlos Cabeza m'a vendu à San Francisco 5 kilos de cocaïne. DEA numéro R3 91 0036. Milagro Rodriguez. Le 16 avril 1990, j'ai rencontré Carlos Cabezas au bureau de la DEA à San Francisco. Il m'a dit que Zavala et lui étaient tous deux des informateurs du FBI à San Francisco au moment où sa femme m'avait livré la cocaïne. Alvaro Carvajal avait fourni les 5 kilos de drogue. Il existe une cassette audio obtenue sous couverture qui en fait la preuve. Monsieur Cabezas m'a donné la carte de visite de son personnage de couverture. Carlos A. Cabezas, vendeur associé de la California Company, 3519 Mission Street, San Francisco, California, 94110, immobilier et investissement. Le 10 mai 1990, Tony Recevuto, l'enquêteur spécial du Bureau de la responsabilité professionnelle de la DEA, est retourné au Guatemala et a demandé à l'ambassadeur des États-Unis de bien vouloir accorder au lieutenant-colonel Hugo Moran Carranza un visa pour les États-Unis, pour qu'il puisse aller témoigner à Miami dans l'affaire BCCI. L'ambassadeur ne comprenait pas que qui que ce soit puisse faire la requête d'un visa américain pour un individu ayant planifié l'assassinat d'un agent américain. Le 27 mai 1990, on m'a donné l'ordre de retourner au Guatemala pour préparer le déménagement de ma résidence. La menace qui pesait sur moi était alors encore sérieuse. Le 1er juin 1990, j'ai quitté le Guatemala pour la dernière fois. Le 5 juin, un autre Américain était assassiné par des militaires guatémaltèques. Devant la commission Kerry, Allen Fierce, chef du groupement Amérique centrale de la CIA, a reconnu dans son témoignage « En matière de trafic de drogue par les forces de la résistance, il ne s'agit pas de quelques personnes impliquées, il s'agit de beaucoup de gens. » La DEA a longtemps prétendu que mes rapports étaient sans fondement, mais s'est contredite plus tard. David Westrait, l'administrateur assistant de la DEA, a dit à propos de la guerre au Nicaragua « Il est vrai que des personnes des deux côtés de l'équation trafiquaient de la drogue, et certains à un niveau assez important. » Lawrence Victor Harrison, un spécialiste en électronique né aux États-Unis, qui avait travaillé au Mexique et s'était impliqué avec les plus gros chefs du cartel mexicain, témoigna lors d'une série de débriefings du 20 au 26 septembre 1989 et d'un débriefing postérieur, le 13 février 1990, conduit par des agents de la DEA à Los Angeles. Il affirma avoir été présent à la rencontre de 2 des partenaires de Mata Ballesteros et Rafael Caro Quintero, avec les pilotes américains basés à l'aérodrome d'Ilopango, Salvador, qui fournissaient des armes aux Contras. Le but de la rencontre, conclure des arrangements en matière de trafic de drogue. Plusieurs jours auparavant, le 9 février 1990, Harrison avait dit aux agents DEA qui l'interrogeaient que les Contras nicaraguayens allaient s'entraîner à Veracruz, dans un ranch appartenant à Rafael Caro Quintero. C'est dans le ranch de Quintero à Guadalajara
que l'agent de la DEA Kiki Camarena et son pilote ont été interrogés, torturés et enterrés vivants. Le 23 janvier 1991, lettre à M. William M. Baker, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, de la part de Lawrence E. Walsh et Mike Foster, demandant à voir plusieurs dossiers FBI sur Walter L. Grasham, voire 6 juin. Le 30 janvier 1991, lettre à Ronald Caffrey, sous-directeur adjoint, Deputy Assistant Administrator des opérations de la DEA, de la part de Craig A. Gillen, avocat associé du bureau juridique indépendant, demandant les rapports sur Walter L. Grasham, voire 6 juin. En 1991, on a ouvert à Washington, D.C., GFGD 91-9139, un dossier général DEA sur Oliver North, important illégalement des armes aux Philippines en compagnie de trafiquants de drogue avérés. En 1991, avant mon départ de la DEA, j'ai rencontré l'agent FBI Mike Foster, enquêteur pour le compte du bureau juridique et indépendant sur l'affaire Iran-Contras, et je lui ai donné des renseignements précis sur l'implication des Contras dans le trafic de drogue. En octobre 1994, le Washington Post rapporta que plusieurs anciens membres officiels du gouvernement, certains de la DEA, de la CIA, du département d'État, des douanes américaines et de la Maison-Blanche, avaient affirmé que le lieutenant-colonel Oliver North ne les avait pas informés qu'il était au courant de la participation des Contras dans des trafics de drogue. En 1997, je me suis joint à Richard Horn, agent spécial de la DEA, dans ses poursuites judiciaires fédérales entamées contre la CIA. Ces poursuites visent la CIA et d'autres agences fédérales, accusées d'avoir espionné plusieurs agents et autres employés de la DEA, ainsi que leurs familles. Affaire de la Cour du district de Columbia, Richard Horn contre Warren Christophe, action civile numéro 1, 96 CV 02 120 HHG, le 30 janvier 1994. On m'a demandé plusieurs fois « Pourquoi faites-vous ça ?» Et ma réponse est que j'ai fait serment, il y a longtemps maintenant, de protéger la Constitution et les citoyens des États-Unis. En vérité, il m'en a beaucoup coûté pour que je devienne un être humain accompli. J'y ai perdu ma famille. En 1995, j'ai fait un pèlerinage jusqu'au mur du Vietnam. Et là, j'ai renoncé à ma médaille Bronze Star, en signe de protestation contre les atrocités commises par mon gouvernement en Amérique centrale. Je suis devenu aujourd'hui un vétéran d'une troisième guerre, peut-être la plus dangereuse. La guerre menée contre les criminels qui existent à l'intérieur même du gouvernement de mon pays. Il faut faire tomber les têtes de ceux qui sont responsables et qui travaillent encore aujourd'hui pour le gouvernement. Ceux-là devraient être les premières cibles d'une véritable stratégie antidrogue. Si nous ne le faisons pas, il continuera d'exister des groupes entiers d'individus protégés de toute enquête qui manipulent les médias, les juges et des membres de notre propre Congrès. Des gens connus du gouvernement comme ceux qui sont au-dessus des lois.